Bonsoir. Alors nous allons je vais lire le livre de Delphine Minouy qui s'appelle « Les passeurs de livres de Daraya ». C'est l'histoire d'une bibliothèque secrète en Syrie et c'est édité au Seuil. Istanbul, 15 octobre 2015. L'image est singulière, un cliché énigmatique sans trace de sang ni de balles, échappé de l'enfer syrien. Deux hommes de profil entourés de murs de livres. Le premier se penche sur un ouvrage ouvert en son milieu, le second sonde des yeux une étagère. Ils sont jeunes, la vingtaine, veste de sport jetée sur les épaules pour l'un, une casquette vissée sur la tête pour l'autre. Dans ce huis clos sans fenêtre, la lumière artificielle qui balaye leur visage accentue l'incongruité de la scène, comme une fragile respiration dans les interstices de la guerre. Ce cliché m'interpelle. Je l'ai découvert par hasard sur Facebook à la page de Humans of Syria, un collectif de jeunes photographes syriens. Je lis la légende, elle évoque une bibliothèque secrète au cœur de Daraya. Je répète à voix haute, une bibliothèque secrète à Daraya. Les trois syllabes s'entrechoquent. Daraya, la rebelle. Daraya, l'assiégée. Daraya, l'affamée.
j'ai tellement lu, écrit aussi sur cette banlieue rebelle de Damas, un des berceaux du soulèvement pacifique de 2011, encerclé et bombardé depuis 2012 par les forces de Bachar al-Assad. L'idée que ces jeunes soient là, à bouquiner sous les bombes, dans les sous-sols de cette cité embastillée, attise ma curiosité. Quelle histoire cache cette photo? À quoi ressemble son verso? A-t-elle un contre-champ? L'image me hante, elle m'attire comme un aimant vers cette Syrie impraticable, devenue trop dangereuse à arpenter. De courriel en appel passé sur Skype et WhatsApp, je finis par retrouver la trace d'Ahmad Moudjahed, son auteur. Ahmad est l'un des cofondateurs de cette agora souterraine. À travers les mailles d'une mauvaise connexion Internet, unique lucarne sur le monde extérieur, il me raconte sa ville dévastée, les maisons en ruine, le feu et la poussière, et dans tout ce fracas, les milliers d'ouvrages sauvés des décombres et rassemblés dans ce refuge de papier auquel tous les habitants ont accès. Des heures durant, il évoque en détail ce projet de sauvetage du patrimoine culturel, né sur les cendres d'une cité insoumise. Puis il me parle des bombardements incessants, des ventres qui se vident, des soupes de feuilles pour conjurer la faim, et de toutes ces lectures effrénées pour se nourrir l'esprit. Face aux bombes, la bibliothèque est leur forteresse dérobée, les livres leur arme d'instruction massive. Son récit est captivant. Il frémit de cet hymne à la paix que le Raïs de Damas s'obstine à étouffer. Il est cette partition souterraine que les djihadistes de Daesh veulent éradiquer. Cette troisième voie, accouchée des haut-parleurs des manifestations pacifiques du début de la révolte anti-régime, que le conflit d'aujourd'hui menace de gommer à tout jamais. Un journal intime de leur révolution qui me murmure d'en rédiger les pages. Mais l'entreprise est périlleuse. Comment raconter ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne vit pas? Comment ne pas tomber dans le travers de la désinformation dont Assad est loin d'avoir le monopole? Au-delà des ouvrages qu'il feuillette, quels projets politiques ces jeunes portent-ils? Sont-ils des soldats de l'islam, comme le régime veut nous en convaincre, ou de simples militants qui refusent la soumission? D'Istanbul, je calcule la distance qui me sépare de Daraya, 1500 kilomètres. D'Istanbul, j'étudie les 1001 moyens d'y accéder, en vain. Depuis un dernier voyage à Damas en 2010, lorsque j'habitais Beyrouth, je n'ai jamais décroché de visa de presse pour la capitale syrienne. Et si j'y parvenais, comment accéder à sa banlieue assiégée? En cet automne 2015, même les Nations Unies ont échoué à y acheminer la moindre aide humanitaire. Existe-t-il un tunnel, un chemin de traverse, un sentier clandestin? Au bout du fil, Ahmad me confirme que tous les accès sont bouchés. Reste la brèche de Moadamiya, sa voisine, empruntée par les plus téméraires, mais la traversée se fait de nuit, sous la menace des snipers et des obus. Faut-il pour autant enterrer cette histoire à cause d'un rideau de fer imposé par la force? Se contenter d'être les témoins impuissants d'une barbarie sans pareille qui se déroule en direct sur nos téléviseurs? Ouvrir les yeux sur une ville qui se donne à voir à travers un écran d'ordinateur, c'est prendre le risque d'écorcher la réalité. Fermer les yeux, c'est la condamner au silence. Bachar al-Assad a voulu mettre Daraya entre parenthèses, l'enfermer entre crochets. J'aimerais lui ouvrir les guillemets. Quand toutes les portes se ferment à double tour, ne reste-t-il pas justement les mots pour raconter? Écrire, c'est recoller des bouts de vérité pour faire entendre l'absurdité. Quelques jours plus tard, je rappelle Ahmad pour lui faire part de mon dessein, anxieuse de connaître sa réponse. Au bout de la ligne Skype, il y a d'abord un long silence. Je répète ma question.
J'aimerais écrire un livre sur la bibliothèque de Daraya. Soudain, un brouhaha métallique envahit la ligne. Ce projet doit lui paraître totalement dérisoire dans cette nuit de menaces et d'effroi qui se répète à l'infini. Une fois passée la tempête d'acier, sa voix refait surface. « Halan wa salan »« Bienvenue » À sa phrase, empreinte d'enthousiasme, je souris derrière l'écran. Ahmad sera mon guide. Je serai son oreille attentive et je lui fais une promesse qu'un jour, ce livre, le leur, rejoindra les autres volumes de la bibliothèque. Il sera la mémoire vivante de Daraya. Ahmad, c'est d'abord une voix lointaine, un fragile chant d'espoir échappé des profondeurs de l'obscur. Quand je le contacte pour la première fois par Skype le 15 octobre 2015, cela fait presque 3 ans qu'il n'est pas sorti de Daraya. À 7 kilomètres de Damas, encerclée et affamée par le régime, cette ville est un sarcophage. Ahmad est un des 12 000 derniers survivants. Au début, je peine à décrypter ses paroles. Il marmonne des mots timides, fébriles, hachés par le crépitement omniprésent des explosions. Entre 2 détonations, je m'accroche à son visage. Derrière l'écran de l'ordinateur, il apparaît puis disparaît au gré des caprices d'une connexion Internet bricolée grâce à de petits satellites récupérés au début de la Révolution. Son image s'étire, se déforme à la façon d'un portrait de Picasso, des joues rondes qui s'inclinent à l'oblique sous ses lunettes aux montures noires, avant de se fracturer en 1001 éclats cubiques pour se perdre sous un épais rideau noir. Quand les pixels s'emboîtent à nouveau, je lis sur ses lèvres et je tends l'oreille. Il se présente. Ahmad, 23 ans, enfant de Daraya, issu d'une famille de 8 rejetons. Avant la Révolution, il étudiait le génie civil à l'université de Damas. Avant la Révolution, il aimait le football, les films et la compagnie des plantes dans la pépinière familiale. Avant la Révolution, il rêvait de journalisme. Son père l'en avait vite dissuadé, après avoir connu 12 mois de prison pour un simple commentaire glissé à l'oreille d'un ami. Insulte au pouvoir, avait tranché le tribunal. C'était en 2003. Ahmad avait 11 ans. Un souvenir sombre, blotti au fond de son cœur. Et puis il y a eu la Révolution. Quand la Syrie se réveille, en mars 2011, Ahmad a 19 ans, l'âge rebelle. Le paternel, encore traumatisé, lui interdit de descendre dans la rue. Ahmad rate la première manifestation de Daraya, mais file en douce à la deuxième. Au milieu de la foule, il chante à plein poumon « Le peuple et la Syrie ne font qu'un ». Dans sa poitrine de révolutionnaire en herbe, quelque chose se déchire comme une feuille de papier, son premier frisson de liberté. Les semaines et les mois s'enchaînent, les manifestations aussi. Dans les transistors, la voix de Bachar al-Assad est menaçante. « Nous gagnerons, nous ne céderons pas, nous éradiquerons les contestataires. » Les forces du régime tirent sur la foule. Les premières balles sifflent. Mais Ahmad et ses copains chantent de plus belle. « Liberté, liberté !» Tandis que d'autres révoltés passent aux armes pour se protéger. Ne pouvant tous les jeter en prison, le raïs de Damas finit par mettre leur ville sous les verrous. C'est le 8 novembre 2012. Comme tant d'autres, la famille d'Ahmad plie bagage. Elle migre vers une ville voisine et le supplie de la suivre. Il refuse. C'est sa révolution, celle de sa génération. Sous les bombes, Ahmad s'équipe d'une caméra et réalise enfin son rêve d'enfant, raconter la vérité. Il rejoint le centre de presse du nouveau conseil local de la ville. La journée, il sillonne les rues dévastées de Daraya. Il filme les maisons en charpie, les hôpitaux saturés de blessés, les enterrements des victimes, les moindres traces de cette guerre invisible, inaccessible aux médias étrangers. Le soir, il télécharge ses vidéos sur le net. Une année s'écoule.
sclérosé par la violence, entre espoir et incertitude. Un jour de la fin 2013, ses amis l'appellent en renfort. Sous les ruines d'une maison pulvérisée, ils ont trouvé des livres qu'ils veulent absolument exhumer. Des livres ? Répète-t-il étonné. Au cœur de la guerre, l'idée lui paraît saugrenue. À quoi bon sauver des livres quand on n'arrive pas à sauver des vies ? Il n'a jamais été grand lecteur. Pour lui, les livres ont le goût du mensonge et de la propagande. Pour lui, les livres, c'est ce portrait d'Assad et son cou de girafe qui le narguait dans ses cahiers d'écolier. D'un pas hésitant, il se résigne à les suivre à travers la muraille entaillée. La porte d'entrée a été arrachée par une explosion. La bâtisse, défigurée, appartient au directeur d'une école qui a fui la ville en laissant tout derrière lui. Prudent, Ahmad avance à tâtons jusqu'au salon. Seul un filet de lumière éclaire l'espace. Le parquet est tapissé d'ouvrages éparpillés au milieu des gravats. D'un geste lent, il s'agenouille au sol, en cueille un au hasard. Le titre est en anglais. Ça parle de connaissance de soi, un ouvrage psychologique sans doute. Ahmad tourne la première page, déchiffre les quelques mots familiers de cette langue étrangère qu'il parle mal. Qu'importe le sujet, en fait. Il tremble. Tout en lui se met à vaciller. Cette sensation troublante d'ouvrir la porte du savoir, de s'échapper un instant de la routine du conflit, de sauver un petit bout, même infime, des archives du pays, de se faufiler à travers les pages comme on fuit vers l'inconnu. Ahmad se relève lentement, l'ouvrage contre la poitrine. Cette fois, c'est tout son corps qui frissonne. Le même frisson de liberté que lors de ma première manifestation s'ouvre-t-il derrière l'écran. Ahmad s'est interrompu. Son visage est de nouveau un patchwork de pixels. Une détonation a cisaillé la connexion Internet. Je fixe l'écran. Après une grande inspiration, il reprend sa narration, dressant l'inventaire des autres volumes retrouvés ce jour-là sous les gravats. Littérature arabe et étrangère, philosophie, théologie, science, un océan de connaissances à portée de main. Mais il fallait faire vite, poursuit-il. Dehors, les avions grondaient. Dans l'urgence, nous avons déterré les ouvrages et rempli à ras-bord le coffre d'un pick-up. Les jours suivants, la collecte se poursuit à travers les ruines. Dans les maisons abandonnées, dans les bureaux dévastés, dans les mosquées défigurées. Ahmad y prend rapidement goût. À chaque nouvelle chasse aux livres, il savoure cet infini plaisir à dénicher des feuilles abandonnées, à faire revivre les mots ensevelis sous les décombres. La fouille se pratique à main nue, parfois à l'aide de pelles. En tout, ils sont une quarantaine de bénévoles, activistes, étudiants, rebelles, à guetter chaque minute le silence des avions pour aller creuser sous les gravats. En une semaine, ils sauvent 6000 ouvrages. Un exploit. Un mois plus tard, la récolte atteint les 15 000 exemplaires. Des petits, des grands, des cabossés, des écornés, des illisibles, des très rares, des très recherchés. Il faut désormais trouver un lieu pour les stocker, les protéger, préserver cette petite miette du patrimoine syrien avant qu'il ne parte en fumée. Après une concertation générale, un projet de bibliothèque publique voit le jour. Sous Assad, Daraya n'en a jamais eu. Ce serait donc la première. Le symbole d'une ville insoumise où l'on bâtit quelque chose quand tout s'effondre autour de nous. Ahmad s'interrompt, pensif, avant de prononcer cette phrase que je n'oublierai jamais. Notre révolution s'est faite pour construire, pas pour détruire. Par crainte de représailles, ce musée de papier sera maintenant maintenu au plus grand secret. Il n'aura ni nom ni enseigne. Un espace souterrain, à l'abri des radars et des obus, où se retrouveraient petits et grands lecteurs, la lecture comme refuge, une page ouverte sur le monde,
lorsque toutes les portes seront cadenassées. À l'issue d'une quête effrénée, la bande de copains finit par dénicher le sous-sol d'un immeuble. Orpheline de ses habitants, la bâtisse se trouve à la lisière de la ligne de front, non loin des snipers, mais largement épargnée par les tirs de roquettes. À la hâte, des planches de bois sont taillées, des coups de pinceau passés sur les murs, 2-3 canapés rassemblés, dehors quelques sacs de sable empilés devant les fenêtres et un groupe électrogène pour pallier l'absence d'électricité. Des jours durant, les passeurs de livres s'emploient à dépoussiérer, recoller, trier, répertorier, ranger tous ces vestiges de papier, classés par thème et par ordre alphabétique sur les rayons des étagères pleines à craquer. Les ouvrages retrouvent enfin leur parfait ordonnancement d'origine. Avant l'inauguration, restait une dernière tâche à remplir. Numéroter minutieusement chaque recueil et y apposer le nom de son propriétaire sur la première page. Nous ne sommes pas des voleurs, encore moins des pilleurs. Ces livres appartiennent aux habitants de Daraya. Certains sont morts, d'autres sont partis, d'autres encore ont été arrêtés. Notre but, c'est que chacun puisse récupérer ce qui lui appartient une fois la guerre terminée, insiste Ahmad. À ces mots, j'ai posé mon crayon, impressionnée par son civisme, muette face à un tel sens du respect de l'autre, des autres. Nuit et jour, ces jeunes côtoient la mort. La plupart d'entre eux ont tout perdu, leur demeure, leurs amis, leurs parents. Au milieu du fracas, ils s'accrochent aux livres comme on s'accroche à la vie, avec l'espoir de meilleurs lendemains. Portés par leur soif de culture, ils sont les discrets artisans d'un idéal démocratique, un idéal en gestation qui brave la tyrannie du régime, qui défie aussi la brutalité des soldats au drapeau noir, destructeurs d'antiquités à Palmyre, auteur du terrible incendie de la bibliothèque de Mossoul en Irak début 2015, des mercenaires de la paix face à la destruction prédatrice. Une explosion déchire de nouveau la conversation. Imperturbable, Ahmad reprend son récit. Il me raconte que le jour de l'ouverture, la fête était à l'économie. Ni jus de fruits, ni guirlandes, ce quelques amis réunis pour l'occasion, et surtout, oui, surtout, ce picotement qui chatouille à nouveau la poitrine comme au premier slogan. Très vite, la bibliothèque devient l'un des piliers de la ville enclavée. Ouverte de 9h à 17h, à l'exception du vendredi, elle accueille une moyenne quotidienne de 25 lecteurs. Des hommes, essentiellement. À Daraya, précise-t-il, les femmes et les enfants sont peu visibles et ne sortent que très rarement de chez eux. En général, ils se contentent de lire à la maison les ouvrages rapportés par les pères et les maris, par crainte des bombes barils qui pleuvent du ciel. Le mois dernier, il en est tombé 600 sur la ville, dit Ahmad. Son ami, Abou El-Ez, co-directeur de la bibliothèque, en a fait les frais. En septembre 2015, il était en route vers la cave à livres quand un baril d'explosifs, largué depuis un hélicoptère, lui a coupé la route. Ces containers chargés de TNT et de grenailles ont un impact particulièrement destructeur car leur frappe n'est pas précise. Touchés au cou par des éclats de shrapnel, ils ont atteint son système nerveux. Abou El-Ez souffre de crampes qui le lancent jusqu'au bas du dos. Depuis, il est au repos forcé, alité dans une clinique de fortune. À Daraya, la vie est aussi fragile qu'une feuille de papier. Une vidéo envoyée par Ahmad s'affiche sur ma messagerie WhatsApp. Avec Skype et Facebook, c'est le moyen de communication favori des Syriens. Le petit film en question dure 2 minutes, sans commentaire, ni sous-titres. Je dévore ces nouvelles images qui défilent sur mon smartphone. Les voilà, ces jeunes de Daraya. Les voilà. Avec leurs sweatshirts et leurs baskets. Les voilà zigzagant dans les gravats, des piles de livres dans les bras.
Derrière eux, un décor de désolation. Immeubles éventrés, tôles arrachées, murs lacérés, collines de béton reconquises par les herbes folles. Et ce sourire sur les visages, petite victoire face au chaos, à chaque fois qu'ils déterrent de nouveaux trésors de papier. Les voilà encore à empiler les ouvrages dans le coffre d'une camionnette. Et puis, sans transition, l'image bascule à l'intérieur de la bibliothèque. La caméra balaye les étagères toutes neuves. Elle caresse les kilomètres de reliures de mots qui y sont rassemblés. Au milieu de la pièce, quelques lecteurs bouquinent autour d'une table, le visage plongé dans d'épais volumes, un carnet à portée de main, Daraya à livre ouvert. C'était les années 90. Le pays se remettait péniblement d'un massacre commis en 1982 par le régime de Hafez al-Assad dans la ville de Hama. Le drame qui visait à écraser une tentative de soulèvement des frères musulmans s'était soldé par la mort de 10 000 à 30 000 personnes, sans qu'aucun bilan ne puisse être établi. Malgré l'ampleur des événements, ils avaient vite été enterrés entre les lignes des non-dits. Les portables et Internet n'existaient pas encore. Le pouvoir avait toujours la main mise sur l'information. La seule rumeur de la tuerie avait suffi à renforcer le système de la peur, mis en place par la dynastie alaouite des Assad depuis leur accession au pouvoir en 1970. À Daraya, la ville aux nombreuses maisons, à 228 km de Hama, on en parlait à voix basse, une fois les portes fermées, les rideaux tirés et les enfants couchés.
Comme ailleurs en Syrie, le mot régime ne se prononçait qu'en murmurant. Entre eux, les Syriens faisaient vaguement allusion à la sécurité, amn, ou encore à l'État, dolé. Quand le soleil pointait son nez, la nuit engloutissait les mots et chacun s'enfermait à nouveau dans le silence. Pourtant, à la fin des années 90, une trentaine d'activistes de Daraya brisèrent discrètement le mur de la peur. Ils s'étaient tous connus dans la même mosquée, une de leurs rares échappatoires qu'ils fréquentaient en catimini. L'imam qui y officiait était un clerc progressiste. Assis en tailleur autour de lui, ils étudiaient le Coran et lisaient les ouvrages interdits de dissidents religieux. Surtout, ils passaient des heures à éplucher les écrits de Jawdat Saïd, un Mahatma Gandhi version syrienne, l'un des premiers penseurs musulmans à avoir introduit la notion de non-violence. Contrairement à l'étiquette terroriste dont ils hériteraient bien plus tard, ils prenaient un sunnisme d'échange et de tolérance et n'avaient pour seules armes que quelques volumes, collectés clandestinement. Un jour, ils décidèrent de passer à l'acte en lançant une série d'initiatives publiques inspirées de leur lecture. Campagne de sensibilisation pour la protection de l'environnement, mobilisation de quartiers pour le nettoyage des rues, lutte contre la corruption. Grâce au livre, un mouvement civique d'un nouveau genre venait de voir le jour. Ahmad n'était pas né lors du massacre de Hama. Il était trop jeune aussi pour se souvenir de la bande de Daraya. Pourtant, lorsqu'il évoque ces fameuses années 90, c'est avec la précision d'un bon élève. Le siège nous a paradoxalement ouvert les portes de notre passé. En fait, j'ai tant appris depuis 2012, me confie-t-il. Ce cours de rattrapage sur l'histoire contemporaine de sa ville, c'est un certain Muhammad Shihadeh, un compagnon de siège âgé de 37 ans, qu'il le doit. Avec ses amis, Ahmad l'a surnommé Ustez, professeur, parce qu'il leur enseigne l'anglais dans les sous-sols de la bibliothèque. Un signe de respect aussi envers cet homme plus âgé, qui fut l'un des piliers du fameux groupe connu sous le nom de Shebab de Daraya, les jeunes de Daraya. Entre deux bombes barils, parfois dans le creux de la nuit, Ustez ouvre son cœur et se confie à eux. Il leur parle des premiers balbutiements de la résistance non violente, de sa discrète insubordination au régime bien avant que le printemps arabe contamine la Syrie. Ahmad ne se lasse pas de l'écouter. Ustez, c'est un peu ce maître à penser dont il a toujours rêvé. Un de ces passeurs du savoir que le clan Assad n'a jamais toléré. Ni le père, Hafez, ni le fils, Bachar, dont l'éphémère printemps de Damas à sa prise de pouvoir fut rapidement piétiné sous les bottes de la répression. Des heures durant, avec la patience d'un vieux sage, Ustez leur décrit les espoirs déçus, les tentatives de changement avortées, la résilience des insoumis. Grâce à lui, un nouveau monde se profile à l'horizon, un monde d'interrogation, d'échange, de tolérance. Nous lui devons beaucoup, dit mon jeune interlocuteur. Il aimerait tant me le présenter, ne serait-ce que par la fenêtre de nos échanges virtuels, une promesse qui sera régulièrement compromise par les bombardements répétés. Pour l'heure, dans l'attente d'une accalmie, Ahmad s'applique à relayer ses idées. Et comme s'il récitait un poème interdit, il se replonge dans les souvenirs partagés par Ustez, un récit sobre et précis au nom de la mémoire. En avril 2002, un événement sert de prétexte à la première manifestation de Daraya. Les forces israéliennes viennent d'envahir le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. Ustez et ses acolytes font le pari de mobiliser la population. Par crainte de représailles, le rassemblement est silencieux. Seules quelques pancartes portées à bout de bras. Les unes dénonçant l'invasion israélienne, les autres appelant au changement. Souvent, les slogans s'inspirent de versets du Coran, avec cette idée distillée en filigrane « Dieu ne peut rien pour toi tant que tu ne changeras pas toi-même ». Et cette conviction d'Ustez soufflée plus tard à l'oreille d'Ahmad.
Notre problème n'était pas Israël. Ce n'était pas non plus directement Assad. Notre problème, c'était notre lâcheté, notre manque d'éducation, notre manque de courage pour faire bouger les choses. Ce jour-là, plus de 200 personnes, dont une douzaine de femmes, participent au cortège. La police garde ses distances, sans broncher, 40 minutes de liberté volée à la dictature, une sacrée victoire contre la peur. Ahmad parle et je me tais. Il moissonne la mémoire de sa ville avec un mélange d'envie et d'admiration. Un an plus tard, en 2003, l'intervention américaine en Irak aiguise la fougue des manifestations. Une campagne civile pour le boycott des cigarettes fabriquées aux États-Unis est cette fois organisée. Le 9 avril, 200 personnes sortent à nouveau dans la rue pour une marche silencieuse contre l'occupation du pays voisin. Pour une fois, leur mobilisation va dans le sens du régime. Damas est également opposé aux opérations des djihadistes. Le mufti de Syrie, réputé proche du pouvoir, a même prononcé une fatwa en faveur du djihad en Irak. Les frondeurs de Daraya se sentent donc en sécurité pour manifester. Mais Damas commence à s'inquiéter de cet élan populaire qui gonfle trop à ses yeux. Au bout d'un mois, 24 activistes à l'origine de la manifestation sont arrêtés puis emprisonnés pour tentative de renversement du système. Muhammad Shihadeh en fait partie et il en paye le prix fort. 3 mois d'interrogatoire musclé avant d'être condamné à 3 ans d'incarcération dans la sinistre prison de Saïd Naya. L'épreuve est douloureuse, mais riche en enseignements. Derrière les barreaux, Ustez se retrouve nez à nez avec des frères musulmans, des salafistes, mais aussi des djihadistes de retour d'Irak et d'Afghanistan. Ces mêmes djihadistes qu'Assad libérerait sciemment des geôles à la révolution de 2011, quand des manifestants pacifiques seraient, eux, arrêtés. C'est aussi dans le confinement de Saïd Naya qu'Ustez fait la connaissance de grandes figures de l'opposition, comme le leader communiste Abdul Aziz Kahir. Dans l'antre de Saïd Naya, il apprend à se réfugier dans les livres. Une expérience qui inspirera plus tard ses jeunes amis, même s'ils ne participent pas directement à la création de la bibliothèque de Daraya. À Daraya, plusieurs années s'écoulent dans un calme relatif. En mars 2011, au début du printemps arabe, un nouvel événement secoue les habitants. À Deraa, une autre ville syrienne, des adolescents ont griffonné sur le mur de leur école « Ton tour arrivera, docteur ». Le message s'adresse directement à Bachar al-Assad. Inspiré par la chute de Ben Ali en Tunisie et d'Hosni Moubarak en Égypte. Les jeunes insolents sont arrêtés, torturés, plongeant leurs parents dans une profonde détresse. Très vite, la colère se déverse dans la rue syrienne, portée par la ferveur contagieuse qui contamine le monde arabo-musulman. D'autres villes suivent le mouvement. Fidèle à son avant-garde, Daraya est une des premières à se réveiller. Le vendredi 25 mars, la bande des années 90 retrouve le chemin de la contestation. À la va-vite, Ustez rédige ses premiers slogans. De Daraya à Deraa, un peuple dignifié, répètent en chœur les manifestants. La foule gonfle à vue d'œil. En l'espace d'1 heure, ils sont déjà des milliers à avoir bravé l'interdiction de manifester. Un succès. La jeune génération emboîte vite le pas. Malgré le veto paternel, Ahmad rejoint le mouvement dès la 2e manifestation. Son cœur en flamme, sa voix cassée d'avoir trop crié, sa joie d'être là tout simplement. Tant d'images inondent sa mémoire. Celle de ces femmes jetant du riz sur la foule comme lors d'un mariage, de ces enfants à cheval sur les épaules de leurs parents, les yeux tournés vers l'avenir, de ces membres des minorités druzes et chrétiennes venus soutenir une révolution qu'Assad l'Alaouite qualifie aussitôt de sunnite pour diviser la société. Et ce cri du cœur chanté à l'unisson, « Jannah, Jannah,
paradis, paradis. Quand les premières balles sifflent, les jeunes protestataires redoublent de créativité. Ils offrent des roses et des bouteilles d'eau aux soldats, avec ce petit mot accroché au goulot, « Nous sommes vos frères, ne nous tuez pas, la nation est assez grande pour nous tous ». L'idée vient de Guiyat Matar, un jeune tailleur de 26 ans. Son message irrite le régime. Il contredit la propagande officielle qui voit des fanatiques religieux pleins de haine, armés jusqu'aux dents en ces hordes d'insoumis. Le 6 septembre 2011, Matar est arrêté. 3 jours plus tard, sa dépouille, suppliciée, est rendue à sa famille. Le jeune homme a été castré, sa gorge lacérée. La mort sous la torture de celui qu'Ahmad et ses amis ont surnommé le petit Gandhi n'est qu'un triste avant-goût de la brutalité sans nom du régime. Derrière les murs des nombreuses maisons, certains habitants commencent à discrètement s'armer. On parle de défection au sein de l'institution militaire, de projets d'insurrection. Ahmad et la majorité des frondeurs de Daraya refusent de tomber dans le piège de la violence. À chaque nouveau rassemblement, le mot d'ordre est infaillible. Silmier, silmier, pacifisme, pacifisme, même s'ils nous tuent chaque jour par centaines. Fidèles à l'esprit civique du STES et des plus anciens, ils maintiennent le cap de leur mobilisation pacifique. Ils se relaient pour protéger leur mobilisation. Ils se relaient pour protéger les bâtiments publics, participent à des forums de discussion, lancent un journal clandestin, Les raisins de mon pays, pour informer objectivement la population sur leur sort. Devenus experts en manifestations volantes, ils défilent la nuit quand le jour devient trop menaçant. Les obsèques des martyrs servent même de nouveaux prétextes au rassemblement. Mais le régime n'a pas plus de respect pour les morts que pour les vivants. En février 2012, les tanks de la base militaire aérienne voisine de Mézé débarquent en pleine funéraille. Une trentaine de personnes sont tuées. L'incident est resté gravé dans les mémoires. On en parle encore comme du samedi noir. Et puis l'inimaginable finit par se produire. Le 25 août 2012, les tanks reviennent en ville. C'était en pleine période du Ramadan, se souvient Ahmad. Après 3 jours d'intenses bombardements, les soldats du régime attaquent Daraya, rue par rue, maison par maison. S'ils résistent, les habitants sont alignés devant les murs, fusillés un à un. Hommes, femmes, enfants, sans distinction. Une punition collective pour les manifestants, pour les fleurs et les bouteilles d'eau, pour les grains de riz sur les cortèges, pour cette odyssée de paix qui remonte à bien avant la Révolution. Ahmad ne découvre l'ampleur du massacre qu'au départ des troupes, 3 jours plus tard. Des dizaines de victimes ont été rassemblées dans la cour d'une mosquée. À la hâte, un cimetière est improvisé pour quelques 500 martyrs. En réalité, les morts s'élèvent sans doute à 700 si l'on prend en compte tous les autres inhumés en lieu et place de leurs exécutions. J'étais effondré. Je ne reconnaissais plus ma ville, mon quartier, dit Ahmad. Sous son regard affolé, des colonnes de familles prennent la route de l'exode après le carnage. Mais le cœur de la résistance décide, lui, de rester et de s'organiser. En octobre, un conseil local est créé. D'un commun accord, les 2 brigades de l'armée syrienne libre, l'embryon d'opposition armée, nouvellement créées pour défendre la ville, sont placées sous le contrôle de cette entité. Bachar al-Assad n'aime pas qu'on lui résiste. Le 8 novembre 2012, il se venge à nouveau en imposant cette fois-ci un blocus sur Daraya. À l'annonce de cette terrible sanction, une nouvelle vague de départ s'organise. Les parents d'Ahmad en font partie. Ils le supplient de les suivre. Malgré la peur de l'inconnu, le jeune activiste fait le choix de rester. Une révolution ne s'abandonne pas à mi-parcours, martèle-t-il. Il est loin d'imaginer la suite.
L'année suivante, le 21 août 2013, 2 missiles percent en pleine nuit le ciel de Daraya. Étrangement, aucune détonation ne s'ensuit, sauf qu'en l'espace de quelques minutes, le dispensaire de la banlieue rebelle se retrouve submergé de patients présentant les mêmes symptômes: convulsions, contraction des pupilles, sensation d'étouffement. À l'instar d'autres villes rebelles de la ceinture damascène, Daraya a été victime d'un bombardement à l'arme chimique. À Daraya, comme à Zamalka, Douma ou encore Moadamiya, les missiles ont déversé un gaz terriblement nocif qui sera vite identifié par les services français comme du gaz sarin. Entre Paris, Londres et Washington, la concertation s'enclenche. D'un commun accord, il est décidé de contourner le Conseil de sécurité des Nations Unies, soumis au veto russe et chinois, et de sanctionner le régime syrien, quitte à procéder à des frappes. D'abord enthousiaste, le président américain Barack Obama se rétracte et s'en remet au vote du Congrès, après que le Parlement britannique ait refusé de s'engager en Syrie. C'est finalement l'opposition à une intervention militaire qui l'emporte. Sur proposition de Moscou, l'arsenal chimique syrien est donc placé sous contrôle international en vue de sa destruction. Bachar al-Assad accélère la machine à réprimer, prenant la vie d'Ahmad et de ces derniers insoumis en étau. Un jour de la fin 2013, l'idée de sauver les ouvrages des décombres a ainsi surgi comme une évidence, comme hésitant. Ahmad finit par se laisser convaincre. Quel meilleur défi lancé au raïs de Damas que de contredire son récit en refusant de tomber dans le piège de la violence. Bachar al-Assad avait fait le pari de les enterrer tous vivants, d'ensevelir la ville, ses derniers habitants, ses maisons, ses arbres, ses raisins, ses livres. Des ruines, il repousserait une forteresse de papier, la bibliothèque secrète de Daraya. Vendredi 13 novembre 2015. Je fête mon anniversaire à Istanbul avec quelques amis d'ici et d'ailleurs réunis au bord du Bosphore. Un bref moment de répit dans la spirale infernale de l'actualité. La veille, 2 attentats suicides ont ébranlé Beyrouth. Le mois précédent, Ankara, la capitale turque, a été endeuillée par 2 kamikazes. Tandis que Damas fait la guerre aux opposants modérés, le monstre de Daesh se ferait son propre chemin, démultipliant ses attaques au-delà des frontières de son califat autoproclamé, à cheval entre l'Irak et la Syrie. Malgré la sinistrose qui s'abat sur la région, Istanbul reste une ville-monde où l'on peut rassembler l'espace d'une soirée amis turcs, libanais, syriens, afghans, iraniens, égyptiens, français, américains, cette cité plurielle où chacun trouve sa place pour panser les plaies d'un exil ou d'un deuil prématuré. Il est 23h30. À la fin du dîner, un ami turc s'approche et me chuchote. « Tu as vu ce qui se passe à Paris ?» Je le regarde. Il est blême, son smartphone entre les mains. Il me le tend. Des alertes rouges clignotent sur son écran. Explosion entendue au Stade de France. Coup de feu en terrasse de café, dans les 10e et 11e arrondissements. Tir au Bataclan. J'appelle mes parents, ma sœur, mes amis. Accrochés au téléphone, je répète mécaniquement « Ça va ?» Les rôles sont inversés. Après 18 ans de vie dans différents pays du monde arabo-musulman, je suis celle qui pose la question. La soirée s'achève dans l'inquiétude entre appels téléphoniques et angoisse partagée. Tous ces petits mots qu'on se glisse à l'oreille pour se rassurer, pour faire semblant d'aller bien ou pas trop mal. Mais le cauchemar est réel. À la télévision, on ne parle que de ça. Au moins 128 morts, plus de 400 blessés. Et cette revendication, noir sur blanc, de l'organisation de l'État islamique, qui dit avoir voulu prendre pour cible
la capitale des abominations et de la perversion. Après Charlie Hebdo en janvier, Paris est de nouveau frappé en plein cœur. Paris blessé. Paris meurtrier. Sensation foudroyante que de savoir sa ville de naissance rattrapée par la violence. Ce Paris refuge que l'on pensait invincible, à force d'aller s'y ressourcer entre deux guerres, deux révolutions, deux crises politiques, soudain les cartes sont brouillées. La guerre ici, là-bas, ailleurs, la guerre à la maison, au coin de la rue, la guerre sans ligne de front. Ma fille se lève. Il faut faire bonne figure, ne rien laisser transparaître. Tiens, c'est samedi, il est presque 11 heures. 11 heures, l'heure du compte, le rituel à ne pas manquer. Avec Samara, nous sautons le petit déjeuner et nous enfilons nos manteaux. Une fois dans la rue, je prends sa petite main dans la mienne et puis nous croisons le vendeur de Simitz caressons un chat avant d'arriver sur la place Taksim et de traverser la foule compacte des badauds. À l'Institut français, à l'entrée de la mythique avenue piétonne d'Istiklal, le drapeau est en berne, le jardin pratiquement vide. À la médiathèque, seulement une demi-douzaine d'enfants, accompagnés de leurs parents téméraires, aux mines décomposées. La conteuse, Julie, fidèle au poste, malgré ce masque de tristesse qui lui blanchit le visage. Nous prenons place. Julie se tient droite devant son jeune public. D'un geste lent, elle ouvre son sac rempli d'ouvrages, en pioche un au hasard et se met à tourner les pages. Je regarde autour de moi. Il y a quelque chose d'apaisant dans le parfait alignement des étagères, les manteaux accrochés à l'entrée, les petits bancs disposés devant la conteuse. Pour la première fois, je suis saisie par un autre détail. La médiathèque se trouve en sous-sol. Chaque samedi, nous descendons les marches pour y accéder, une coquille de protection, comme à Daraya. De retour à la maison, j'allume mon ordinateur. Partagé entre l'envie de fuir les mauvaises nouvelles et la soif d'en savoir plus, en ouvrant mes courriels, je tombe aussitôt sur ce message d'Ahmad qui me pense à Paris. Nous sommes tellement désolés pour ce qui vient de se passer en France. À Daraya, nous sommes à vos côtés contre le terrorisme. Si nos souffrances n'étaient pas aussi profondes et si les bombardements étaient moins intenses, nous aurions allumé des bougies en signe de solidarité, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. J'espère que vous allez bien et que là où vous vous trouvez, vous n'êtes pas en danger. Sachez combien nous sommes navrés. Nous vous présentons nos condoléances à vous et à la population française. Nous savons que si le terrorisme a malheureusement endeuillé la France, c'est parce qu'elle appuie notre combat pour la liberté. Nous sommes tellement reconnaissants envers le soutien des Français. Merci, du fond du cœur.
Je vous recommande ce beau livre, s'il vous plaît. Merci à toi.